Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la littérature, le podcast pour tous les aficionados de l'encre et de la plume. Je m'appelle Anna et je suis autrice, éditrice et passionnée de lecture depuis toujours. Dans ce podcast, je vous partage des anecdotes littéraires pour redécouvrir les chefs-d'œuvre de la littérature et leurs auteurs sous un nouvel angle, mais aussi une mise en perspective de certaines problématiques actuelles de la littérature. Alors, prêt à entrer dans la secte des adorateurs de mots avec moi ? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie, comme chaque semaine, de vous retrouver pour une nouvelle anecdote littéraire. Aujourd'hui, notre périple ensemble, que dis-je, notre odyssée nous ramène plusieurs siècles en arrière, au XVe siècle précisément, puisque je vais vous raconter l'histoire de la première querelle littéraire française. Non pas la querelle ultra connue des classiques et des modernes, mais bien celle qui opposa la première femme écrivaine ayant vécu de sa plume à un homologue. C'est également pour moi l'occasion de vous parler d'une autrice, l'une des premières écrivaines professionnelles en France, qui reste largement méconnue, Christine de Pisan. Vous verrez, il y sera question du roman de la rose, un classique de la littérature médiévale, et d'une autrice qui n'avait pas sa langue dans sa poche et qui portait déjà haut et fort des revendications pour lesquelles le terme anachronique féministe irait pourtant à ravir. Mais bref, avant toute chose, de petites présentations s'imposent, Christine de Pisan et nous devons d'abord faire plus ample connaissance. Christine de Pisan naît à Venise en 1364. Son père, le médecin et astrologue Thomas de Pisan, lui prodigue une éducation lettrée, chose particulière à l'époque, alors que de manière générale, et encore plus en tant que femme, on n'en avait généralement pas vraiment le droit ni le privilège. La famille émigre en France lorsque son père, célèbre conférencier d'astrologie à l'université de Bologne, est appelé à Paris par nul autre que le roi Charles V en 1368. Paraît-il que Thomas de Pisan était éminemment réputé pour ses prédictions et qu'en réalité il n'avait de médecin que le titre, puisque ce dernier lui servait surtout à se protéger vis-à-vis de l'Église qui considérait toute forme de voyance comme une hérésie. Apparemment, Charles V n'était pas aussi regardant que le clergé, et c'est pour cela que toute la famille de Pisan arriva donc dans notre royaume. Alors que son père prenait grand plaisir à faire son éducation dans les sciences comme dans les lettres, ce serait apparemment la mère de Christine qui aurait fait blocage, ainsi qu'elle exprime dans La Cité des Dames, dont je vais vous reparler juste après, en disant, je cite, « Ton père, grand astronome et philosophe, ne pensait pas que les sciences puissent corrompre les femmes. Il se réjouissait au contraire, tu le sais bien, de voir tes dispositions pour les lettres. Ce sont les préjugés féminins de ta mère qui t'ont empêché, dans ta jeunesse, d'approfondir et d'étendre tes connaissances, car elle voulait te confiner dans les travaux d'aiguille qui sont l'occupation coutumière des femmes. » Fermez la citation. Toujours est-il que Christine de Pisan ne se place pas trop mal malgré tout, puisqu'elle fréquentait quotidiennement la cour de Charles V et que cela lui permit de commencer à composer des pièces lyriques assez tôt. Néanmoins, la véritable bascule dans sa vie, sa rencontre décisive avec l'écriture, se fit après son mariage. À l'époque, l'usage, heureusement révolu, voulait qu'une jeune fille était en âge de se marier dès ses 15 ans. Sitôt qu'elle eut ses fameux 15 ans, Christine, ni une ni deux, son père lui choisit un mari, Étienne de Castel, un noble, issu d'une famille riche de Picardie, qui possédait un office de notaire du roi. Auprès du roi plutôt. Christine et Étienne se marient en 1380, elle a 15 ans, lui en a 24. Mais, contre toute attente, et heureusement pour eux, c'est un mariage heureux et ils auront ensemble 3 enfants. Hélas, les choses commencent à se gâter la même année, car en 1380, soit l'année du mariage de Christine, j'espère que vous suivez toujours, est également celle de la mort de Charles V. Évidemment, c'était quand même le protecteur de la famille, et lorsqu'il disparaît, ce sont presque toutes les faveurs dont jouissait la famille, et surtout Thomas de Pisan, qui disparaissent. Il se retrouve progressivement laissé de côté, et ainsi il revient à Étienne de Castel, le mari de Christine donc, de subvenir aux besoins de toute la maisonnée. Double coup du sort, puisque en 1387, Étienne de Castel, ce mari bien aimé de Christine, meurt brutalement d'une épidémie, avec la même année, à peu près, en tout cas, d'après nos sources, la mort et le décès donc de Thomas de Pisan. Christine a alors 3 enfants à sa mère et une nièce à sa charge, et ce qui fait que, d'un coup, les 2 hommes de la famille, Thomas et Étienne, meurent, ce qui fait que cette période qui suit ces décès-là est
à la fois difficile sur le plan émotionnel, on s'en doute, mais également sur le plan financier. Je me permets également une petite mise en contexte historique puisque normalement au Moyen-Âge, dans la mesure où une femme n'est pratiquement rien sans mari, si ce dernier meurt, elle a quand même intérêt à se remarier fils à fissa, ne serait-ce que d'un point de vue financier. En plus de ça, une veuve est considérée à cette époque comme une personne dangereuse, un peu trop légère d'un point de vue de la moralité. Si je récapitule donc, à l'époque, une veuve a 2 choix. 1. Entrer au couvent pour pleurer son mari pour l'éternité, et donc choisir Dieu comme second époux, ou 2, de manière un peu plus pragmatique, se trouver un nouveau mari, pas trop mal, pour assurer le budget de la famille. Sauf que Christine, assurément moderne à bien des égards, comme nous le verrons un peu plus loin, eh bien, elle choisit la 3e option. Elle choisit de devenir homme de lettres. Et oui, car les qualificatifs femme de lettres n'existent pas encore. Et dans ses écrits, elle mentionne que de femelle, elle devint mâle. On appréciera le sens de la tournure. Sa carrière littéraire démarre donc à la fois par un approfondissement de son propre bagage culturel, puisqu'elle passe des années et des années à lire et à se former, mais également par de nombreuses dettes laissées par son père et son mari, qui impliquent une certaine austérité financière et dextérité que Christine de Pisan va devoir apprendre pour reprendre en main les rênes du budget familial. Elle commence par des compositions poétiques et en 1399, il y a son premier ouvrage qui s'appelle Le Dix de la Rose qui paraît. C'est un poème allégorique qui défend les femmes contre les préjugés misogynes qui circulent à la rencontre de son temps. La même année à peu près, elle fera également la rencontre intellectuelle avec Boès, qui lui donne goût à la philosophie et à la politique. Et là, cette femme, assez intrépide, décide de sortir des domaines traditionnellement alloués aux femmes, c'est-à-dire surtout la poésie et en tout cas, disons des propos et des sujets qui s'en tiennent au foyer et à la sphère privée, l'amour, les sentiments, le domaine conjugal, de manière un peu plus large, pour se tourner vers des écrits politiques, philosophiques et même, et c'est là que c'est assez intrépide, militaires. Elle écrira ainsi un traité de faits d'armes et elle narrera également le règne de Charles V. Son ouvrage le plus connu, du moins de nos jours, ça reste La Cité des Dames, un livre achevé en 1405 qui est le récit d'une cité imaginaire qui serait peuplée exclusivement de femmes illustres. Son objectif principal est de contrebalancer les stéréotypes qui existent à son époque et de défendre la valeur des femmes dans la société et surtout leur rapport intellectuel. Elle y décrit et elle y célèbre les réalisations de femmes dans divers domaines, tels que la littérature, la politique, la guerre, la religion et la philosophie. Et pour cela, eh bien, elle met en avant des figures historiques et mythologiques telles que la reine de Saba, Hélène de Troie, la Vierge Marie, voilà, mais de nos jours, ça fait un peu moins consensus. Cela étant, eh bien, si on le replace dans le contexte religieux et intellectuel du XIVe siècle et du XVe, c'est tout à fait cohérent. Toutefois, eh bien, Christine de Pisan s'illustre également, non pas que par son militantisme envers les femmes, ce qui serait déjà énorme, mais également envers la paix. On a également retrouvé, et on a toujours, donc notamment à la Bibliothèque nationale de France, de nombreuses lettres qui nous sont parvenues, où l'on voit que Christine de Pisan écrivait à divers seigneurs et souverains de l'époque pour militer en faveur de la paix, notamment pendant la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Je ne vais pas entrer dans les détails historiques, c'est un petit peu compliqué, mais il y a un double contexte, il y a celui de la guerre de 100 ans qui oppose la France et l'Angleterre, et une crise de souveraineté lorsque, eh bien, suite au décès de Charles V, c'est Charles VI qui lui succède, mais qui sombre dans la démence. Donc on va avoir 2 branches cadettes de la dynastie royale des Valois qui vont s'opposer durant le premier tiers du XVe siècle, de 1407 à 1435, et qui vont en fait livrer non seulement bataille, mais également enliser la France, du moins sa moitié nord, dans une véritable guerre civile. Et là, eh bien, on a Christine de Pisan qui adresse un peu à foison des lettres justement pour militer et pour trouver une solution diplomatique en faveur de la paix et pour faire taire les armes. Ce qui est assez incroyable, en tout cas moi de mon point de vue qui découvre Christine de Pisan à l'occasion de cet épisode et qui me plonge dans son œuvre, c'est de voir qu'avant l'invention de l'imprimerie et donc avant la prolifération potentielle des livres, Christine de Pisan fait partie des premières autrices à avoir su vivre de sa plume. C'est quand même assez fou parce que ces manuscrits devaient être reproduits à la main.
Or, on sait, en tout cas dans une estimation assez plausible, que le bénéfice qu'elle tire de ses livres, d'après ses écrits et ses témoignages notamment, est estimé entre 100 et 150 livres parisis, c'est-à-dire que son revenu littéraire atteint un niveau analogue à celui qu'elle avait connu du vivant de son mari, qui avait quand même une charge de notaire auprès du roi, ce qui n'est pas rien. Ce qui veut donc dire que ses écrits lui permettent d'entretenir non seulement toute la maisonnée, avec sa mère, sa nièce, ses 3 enfants à charge, mais également de garder le même train de vie à la cour que ce qu'elle avait auparavant. Encore une fois, c'est assez dingue quand on sait que les écrits, à cette époque-là, les livres, ne circulaient pas avec la même facilité qu'aujourd'hui. La cour d'ailleurs, parlons-en, puisque Christine de Pisan réussit là encore le tour de force, je vais arrêter de dire qu'elle est extraordinaire, mais je le redis encore une fois tout de même, en tant que femme, d'être écoutée et appréciée non seulement à la cour, mais également par les familles influentes de son temps. Par exemple, c'est à la demande du duc Philippe de Bourgogne qu'elle va rédiger la biographie du roi Charles V dans un livre qui s'appelle Le livre des faits et bonnes mœurs du roi Charles V le Sage. Elle correspondait en outre de manière active à l'époque avec des philosophes et des clercs réputés comme Jean de Montreuil, et d'ailleurs je vais en parler juste après, ou encore Jean de Garçon. Christine de Pisan meurt à peu près aux alentours de 1430, la date exacte de sa mort n'est pas connue, tout comme d'ailleurs les circonstances de sa mort qui ne sont pas tout à fait clairement établies. Mais bon, c'est dans ces eaux-là, donc plus ou moins vers la fin de la guerre civile dont je vous ai parlé, et après, la fameuse querelle littéraire autour du roman de la Rose qui l'impose comme vraiment une écrivaine, qui lui donne une stature d'autrice à l'époque, et c'est d'ailleurs l'anecdote du jour, puisque je vous parle de cette querelle-là. Je l'ai déjà glissé en parlant de son œuvre La Cité des Dames, mais vous l'aurez compris, Christine de Pisan est une féministe avant l'heure, ou alors si vraiment on a une petite dent contre ce terme et qu'on ne souhaite pas l'employer, disons une personne engagée. Or, en 1401 et 1405, pendant même d'ailleurs ces 4 années, tout de même, il y a un débat virulent, célèbre, littéraire, qui va opposer Christine à un confrère au sujet d'un roman qui est resté célèbre et qui est encore considéré comme étant un des plus emblématiques de la littérature du Moyen-Âge, à savoir le roman de la Rose, un roman écrit par Jean de Meun et Guillaume Lauris. Pourquoi est-ce que c'est un débat qui est considéré comme étant la première querelle littéraire ? Parce que c'est la première querelle qui va s'attacher à l'essence esthétique d'une œuvre, à son style, à sa forme et également à son fond, on le verra. Déjà, petit point sur le roman, de quoi est-ce qu'il parle ? Bon, de manière assez peu originale, j'ai envie de dire, c'est bêtement une histoire d'amour, celle d'un jeune homme qui est appelé le rêveur, qui est amoureux de la Rose et qui cherche à en faire la conquête. Rose qui, bien évidemment, symbolise la femme. C'est un roman allégorique qui compte plus de 20 000 vers et au sein duquel l'amant part du coup en quête de la Rose. Petite précision, c'est donc un roman à 4 mains, mais qui a surtout été composé en 2 temps. Un petit peu comme à l'époque on construisait les cathédrales souvent sur plusieurs siècles, eh bien le roman de la Rose c'est la même chose. Il y a d'abord une première partie qui est écrite par Guillaume Lauris au début du XIIIe siècle et une seconde partie qui est la plus controversée et celle d'ailleurs contre laquelle s'oppose avec virulence Christine, écrite par Jean de Meun. Je reprends, on a donc l'histoire d'un rêveur qui entreprend un voyage allégorique dans un jardin qui est clos, qui symbolise l'amour courtois. Dans cette quête, ce rêveur qui cherche à atteindre la Rose, objet de son désir amoureux, va décrire son approche de la Rose, les obstacles qu'il rencontre sur son chemin, etc., etc. L'objet de la controverse, c'est celle de la seconde partie, rédigée par Jean de Meun, qui est beaucoup plus longue et surtout beaucoup plus tortueuse, puisque Jean de Meun développe de nombreux thèmes différents. Donc il y a des discussions certes sur l'amour, jusque-là c'est assez convenu, mais également sur la morale, la philosophie, la politique et la religion. Il y incorpore des critiques sociales et des commentaires sur la société de son époque. Il y a une nature plus satirique du propos et des opinions parfois radicales, et c'est ça que Christine de Pisan va attaquer. Alors attention, ce n'est pas Christine qui démarre la querelle, c'est Jean de Montreuil, un homme lettré qui fut jadis secrétaire du roi Charles V, qui va rédiger un éloge de l'œuvre de Jean de Meun, donc de cette seconde partie, et Christine qui va réagir
à cet éloge en 1401 dans une lettre ouverte où elle, pour le coup, elle dénonce le mauvais goût et la pauvreté d'esprit, rien que ça, de Jean de Meung. Elle lui reproche notamment sa haine des femmes, l'indécence de ses propos et la fin du récit qu'elle juge amorale et choquante. Elle va s'appuyer sur sa position atypique de femme écrivain pour critiquer cet aspect de l'œuvre. Selon elle, donc, en fait, les termes employés qui sont donc non seulement indécents et de mauvais goût, ne peuvent ni servir le style, ni la visée morale qu'affecte leur auteur. Elle s'attache également, donc ça c'est un peu sa spécialité, j'ai envie de dire, à défendre l'honneur des dames, accusées de débauche et d'inconstance, et donc encore une fois à démonter les préjugés misogynes de son temps qui nuisent à la considération qu'on porte à l'intellect et à la portée que peuvent avoir les femmes dans la société. En dépit de l'écho et de l'immense accueil qui est réservé dès le début au roman de la Rose dans la tradition littéraire française, cette querelle aurait pu rester une discussion privée et sans aucun écho pour la postérité. Et là où en fait cette discussion est devenue un débat et un fait de société, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, en particulier, Christine de Pisan va considérer que ce débat et son avis à ce propos peut prendre la forme d'un texte, d'une lettre ouverte qui va être publiée et va être proposée pour lecture à la société. Et donc à un cercle qui va au-delà d'une correspondance intime qu'elle aurait pu avoir avec Jean de Montreuil. Christine considère notamment que sa contribution au débat fait partie intégrante de son œuvre littéraire et donc elle rédige ces fameux épîtres sur le roman de la Rose qui vont d'ailleurs marquer un tournant dans sa carrière d'écrivain. Elle, à cette époque-là, elle est encore plus ou moins dans une poésie lyrique courtoise et donc dans un cercle qui est celui de la cour, donc finalement assez fermé, et qu'elle pratiquait à une littérature beaucoup plus engagée qui va toucher à des sujets divers tels que la morale, la politique, la religion, la science, etc. Et surtout, elle va revendiquer un statut particulier d'intellectuel qui s'inscrit dans les débats de son temps et donc revendiquer la possibilité pour une femme qui est donc de par son sexe de base exclu de la société, cette postérité et surtout son appartenance à la res publica, à la chose publique. La querelle va ainsi opposer au XVe siècle deux groupes de savants. D'un côté, Christine de Pisan, donc en fait les adversaires du roman de la Rose, avec Jean de Garçon, donc ça c'est les côtés pour. Donc Jean de Garçon c'était le chancelier de l'université de Paris et un grand moraliste. Et de l'autre côté, Jean de Montreuil qui était prévôt de Saint-Pierre-de-Lille, notaire et secrétaire du roi, avec également Pierre et Gontier-Coll, qui eux, encensent le roman de la Rose. Serait-ce donc ainsi que notre tradition et notre goût français pour les débats et les polémiques seraient nés au tout début du XVe siècle par le truchement de manuscrits enliminés et d'intellectuels de cercles divers, provoqués et contredits par une femme qui osait sortir des sentiers battus à l'égard de son sexe? Peut-être ou peut-être pas, mais moi en tout cas, j'apprécie beaucoup cette idée et c'est celle que je vais choisir de retenir pour vous saluer aujourd'hui. À bientôt. Les dessous de la littérature, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir tous les derniers épisodes. À bientôt.